Tout d'abord, je m'excuse d'avoir mal utilisé dans mon histoire des personnages extraterrestres que j'ai combinés avec mon personnage appelé Nino. Mes excuses vont à Monsieur Héctor Pereira, créateur des Minions, car, comme nous le savons, personne ne connaît personne, il est difficile d'essayer de joindre des personnalités importantes. J'ai cherché Monsieur Héctor Pereira sur les médias sociaux. J'ai réussi à le trouver, je lui ai envoyé des messages à plusieurs reprises, et même, j'ai envoyé l'illustration de mes documents, voulais le joindre ainsi, mais je n'ai jamais eu de réponse. Bien pire, il n'a jamais vu mon message. Eh bien, j'ai fait comme beaucoup le feraient ou le feraient, je sais que beaucoup, maintenant célèbres, couraient après une célébrité pour être aidés. Eh bien, s'il le faisait, je ferai la même chose qu'il et j'espère que Monsieur Héctor Pereira verra ce court extrait de mon histoire. Toujours amoureux du bon film le vendredi soir, une de mes sœurs m'a invité à regarder un film d'animation avec lequel je me suis beaucoup amusé. Ce film m'a ouvert l'esprit pour une nouvelle création. Alors j'ai commencé à écrire histoire avec les mêmes personnages animés, mais cette fois, en les combinant avec mon personnage appelé Nino. Nino a également été impliqué dans 2 de mes histoires de fiction. J'ai appelé mon premier récit Le Dernier des Incas, le deuxième récit est le sien sur la biographie nommée Nino, peut-être un peu exagéré, car c'est lui qui raconte l'histoire de sa vie. Ma mascotte actuelle est un cocker espagnol bicoloré. Plusieurs années auparavant, je me suis engagé à bien utiliser mon temps libre, je me suis consacré à écrire des histoires, et que malgré mon peu de connaissances en littérature, je pense que je devrais rendre grâce au balai que ma mère utilisait pour me taper la tête, me forçant à lire des livres alors que j'étais encore petit garçon. J'ai toujours admiré les personnages qui remplissent les guichets, et c'est ainsi que cette idée est née dans mon imagination. Je vous ai présenté, quand Nino rencontre les Minions. La théorie du complot est résolue. Les jours étaient lointains dans le futur, la Terre était finie, seulement 2 espèces ont survécu à la Holocauste créée par des êtres extraterrestres. La Terre a été envahie par ces êtres années précédentes. Ils ont été conservés cachés et sous la protection de puissantes nations qui leur ont permis de capturer des humains et des Minions pour leurs expériences malveillantes. Bien avant l'Holocauste, ces derniers se cachaient sous terre pour ne pas devenir la proie des espèces envahissantes. Après que la Terre a été dévastée, les humains survivants ont également dû se réfugier dans des grottes creusées par les Minions. La survie entre les 2 groupes a toujours été difficile, puisque les 2 groupes étaient toujours en conflit pour le peu de nourriture qui n'était presque jamais disponible. C'est alors que, sous la sombre caverne, le chef de la colonie des Minions, le Minion Kevin, trouva un livre intéressant. En le lisant, pensant avoir trouvé le personnage qui pourrait les aider, Kevin trouva Nino. Caché dans les lignes d'une page de ce livre, celui-ci avait un secret et Kevin était prêt à le découvrir. Parler à sa colonie les rend comprendre sa découverte. Kevin décide de se rendre en Amérique du Nord à la recherche de Nino. Kevin et un petit groupe disent au revoir à la colonie et on leur souhaite bonne chance. Ils traversent l'océan Atlantique en faisant des tunnels sous la mer. Après plusieurs jours de voyage souterrain, ils trouvèrent Nino, sale et malodorant sous une vieille mine et, assis sur les pattes de son maître, Mignon Bob s'approche de la cuisine, prend prudemment un maillet pour pétrir la farine et les engourdit tous les 2. Envers Nino et son maître conscient qu'il est transporté dans une rivière souterraine. Ladite rivière était une fois à la surface. Les débris des explosions nucléaires ont recouvert la rivière dans son intégralité. Quand ils arrivent à l'endroit indiqué, Nino se réveille et il est surpris de voir les Minions et remarque qu'il n'est pas à la maison. Se demande-t-il, où suis-je? Les sbires répondent et demandent de l'aide, leur demander de leur montrer de voyager dans le temps. Nino a voyagé dans le temps, qui est venu avec une telle idée ridicule. Sans que Nino ne s'en aperçoive, il est projeté dans la cascade, il tombe brusquement lorsque les Minions, au sommet de branches tombées, le poursuivent, une spirale dimensionnelle s'ouvre devant leurs yeux. Nino, mais il savait que cela se produirait, au bord de la rivière, le Minion Kevin se tient sur un rocher à bras ouverts et baigné de lumière. D'où vient le soleil? Question très surpris Nino.
Le mignon Kevin et les autres s'approchent de lui et se jurent en le remerciant. Nino n'a aucune idée de ce dont il parle. Ils expliquent à Nino et lui font savoir qu'il est capable de voyager dans le temps. Nino explique que ce n'est pas possible, que son maître a écrit un livre de fiction et l'a enveloppé dans son histoire stupide. Mignon Kevin lui a fait voir l'endroit où il se trouve. Quand Nino, voyant que le soleil lui brûlait les épaules, se rend compte que c'est réel et qu'ils ont traversé le temps, Mignon Kevin lui explique le plan pour sauver la Terre. Il décide alors de rendre visite au président de cette époque, déjà développé une grande capacité à se transporter sous terre, parce que les années de vie cachée sous terre leur avaient donné cette grande capacité. Ils ont rendu visite à l'actuel président des États-Unis, ils l'ont trouvé à Camp David, assis, buvant une limonade et tenant un magazine à la main. Il lui raconte les problèmes à venir. Cet incrédule ne les croit pas. Bob lit la couverture du magazine que lit le président, s'approche de Kevin et lui murmure quelque chose à l'oreille. Il écoute en voyant discrètement le magazine. Après avoir regardé de travers, dit le magazine, ils ont une idée. Laissant seul le président, ils décident d'aller à Roswell. Jusqu'en 1947, ils ont l'intention de capturer le disque volant que tant de controverses ont créé dans l'avenir. En arrivant dans cette région, ils ont caché d'attendre. Lorsque le vaisseau spatial a atterri, ils ont démoli leur équipage à l'aide d'un maillet pour pétrir la farine, ont enlevé le disque volant et sont partis pour remplacer un ballon météorologique, en emportant avec eux le trouver un autre problème, qui volerait. Quelqu'un a eu une idée, alors ils ont décidé de voyager en 1960. Alors pourquoi faire? Eh bien, ils avaient prévu de demander de l'aide à un astronaute. Voici comment ils kidnappent Neil Armstrong. Sur le plateau où l'atterrissage sur la Lune était filmé, quand ils ont montré ses inquiétudes à Armstrong, il a dit qu'il ne savait pas comment conduire une voiture. Ce serait pire pour lui de naviguer dans un vaisseau spatial. Eh bien, à une telle insistance, ils convainquent l'homme qu'ils appellent l'astronaute. Apparemment, le vaisseau spatial était intelligent. Comme ils étaient à l'intérieur, il s'est éclairé à la demande de leur esprit. Ils ont commencé à appeler le vaisseau spatial Curioso. À partir de ce moment-là, Curioso les a rejoints, parce qu'ils connaissaient les plans de Mauvais Gris. Connaissant tous les plans des extraterrestres, Curioso décide de rentrer avec eux sur le navire-mère qui a fait circuler la Terre, dans l'attente du jour parfait pour attaquer. Étant à l'intérieur du navire-mère, ils retirent quelque chose de leur circuit de sécurité afin de le rendre facile à abattre. Ils sont découverts et s'enfuient. Dans leur fuite, Curioso utilise son talent et se transporte à travers les temps anciens. Non-Sang a subi des dommages à sa structure, à la suite des rayons laser des autres petits navires jumeaux, s'échappant du navire-mère sans le vouloir. Ils se dirigent vers la sphère bleue. Ils atterrissent dans une plaine verdoyante, où une petite rivière traverse la vallée. La Terre encore elle est jeune et radieuse. Alors que Curioso est reconstitué en utilisant le magnétisme de la Terre, ses occupants parcourent les champs verdoyants, mais ils se rendent compte que la Terre est trop jeune et que parmi sa population, des dinosaures. Ils fuient pour sauver leur vie à l'intérieur de Curioso. Curioso ne peut toujours pas voler. Quelque chose sort de sa base et avec l'aide de l'astronaute, un Curioso navigue sur des roues. Celle-ci fuit les énormes bêtes. Le vaisseau spatial gagne du calme, avertissent ceux-ci que la Terre sera en danger. Curioso se lève et quitte l'atmosphère. Quand ils sont en dehors de la gravité de la Terre, ils voient un énorme rocher qui approche de la sphère bleue. Il entre en contact avec la Terre et incinère une partie de la péninsule où se trouverait actuellement le Yucatan. Après l'impact qu'il voit du navire qui pousse un autre rocher contre la Terre, 2 rochers frappés dans le Jurassique. Non, le deuxième rocher a été conçu pour avoir un impact sur la Terre, mais pas dans le Jurassique. Ils sont découverts après l'impact de l'astéroïde, le vaisseau spatial Curioso disparaissant à un moment très différent. Une poursuite implacable serait entreprise. Ils fuiraient en se défendant et pendant ce temps, la Terre subirait les conséquences de la bataille entre Curioso et les extraterrestres, parce qu'ils utiliseraient des armes de grande puissance non encore connues à l'époque, causant de grandes destructions dans les civilisations anciennes. Alors qu'ils se défendaient, d'une manière inexplicable,
il serait aidé par un autre petit vaisseau spatial, en se demandant s'ils étaient qui, ou qui sont-ils. La Terre était déjà sur le point d'être détruite. Dès qu'ils ont fini avec leurs petits ennemis, une nouvelle menace est apparue, une nouvelle machine volante et celle-ci est plus grosse que Curioso, celle-ci attaque violemment. Curioso qui subit des dommages considérables, ceux-ci dans une manœuvre militaire habile gagnent la bataille contre l'énorme navire. Ils sont nés d'une autre idée, s'emparent du navire qui était d'ailleurs énorme à côté de Curioso. Avec ce nouveau navire et le Curioso navire-mère qui est toujours à l'ère jurassique, la bataille cruelle entre les deux parties commence. Curioso ayant un volume plus important que ses poursuites gagne la confrontation avec le petit vaisseau spatial, il ne s'agit que du navire-mère. La seule différence étant qu'il n'a pas été facile l'atteindre même en étant son bouclier protecteur off. Alors que Curioso s'approchait du vaisseau mère pour repousser ses petits ennemis, il ne cherchait pas à atteindre le vaisseau mère, il voulait se rendre sur l'astéroïde. Curioso reçoit de fortes décharges et est donc blessé. Arrive à l'astéroïde, il plonge vers lui, le navire mère envoie à celui-ci un rayon puissant. Curioso et son équipage sont blessés mais continuent leur chemin. Curioso ouvre un portail dimensionnel, saisissant l'astéroïde et le blessant ainsi s'effondrant juste avant le deuxième astéroïde. Son plan ne devait pas entrer en collision avec celui-ci. Le plan de Curioso est d'activer le portail dimensionnel en face du deuxième astéroïde, de le transporter à un autre moment et de le renvoyer derrière le vaisseau mère. Curioso n'a pratiquement aucune force et fait une dernière tentative. Accomplissant sa mission, le deuxième énorme rocher disparaît devant le vaisseau mère, réapparaît dans une autre dimension. Curioso réactive rapidement le portail de temps et réétalonne son circuit, positionne l'astéroïde derrière le vaisseau mère, le rocher réapparaît, cette fois derrière le vaisseau mère. Il est détecté et le vaisseau mère se croit en sécurité, que rien ne lui arrivera. Étant Curioso vu le vaisseau mère attaque à Curioso encore, l'impact est presque mortel pour Curioso et son équipage, ils ressentent l'impact de l'attaque. Mais ils ne faiblissent pas, ils poussent leur dernier soupir d'amour pour la sphère bleue. Curioso plonge pour la seconde fois et presque sans contrôle, tandis que ceux-ci tombent, voit comment le vaisseau mère est avalé et pulvérisé par la météorite. L'astéroïde et le vaisseau mère explosent dans le vide de l'espace sans air, et leurs particules sont dirigées vers la Terre. Cela détruirait complètement la Terre et Curioso ne voudrait pas que, dans un dernier effort, Curioso ouvre un nouveau et immense portail. Les débris avalés par elle, ils tomberont sur la Terre à différentes époques, ils tomberont mélangés sous forme de métal et de roche, dispersés comme des billes autour de la Terre. Curioso continue de plonger sur Terre, la Terre n'est pas en flammes, Curioso est à une époque différente, tombe accompagné de quelques roches, des restes du vaisseau mère et de l'astéroïde. L'équipage regarde avec étonnement alors qu'il tente de manœuvrer la descente, il est sur le point de heurter la Terre, il dirige sa chute vers une mer cristalline, il ne souhaite pas s'écroulant sur la terre ferme. Curioso n'a pratiquement aucune force, touchant presque l'eau d'une mer Baltique, ils alignent Curioso de manière à ce qu'il ne se heurte pas violemment à la mer cristalline. Curioso entre en contact avec l'eau et pénètre rapidement dans les profondeurs. Au contact de l'eau, commence à inonder, de leurs uniformes, des casques jaillissent de leurs épaules, protégeant l'équipage, les couronnes de commandement flottant dans l'eau se regroupant pour prendre position sur les casques de l'équipage. Sous l'eau et avec un équipage ahuri, elle voit comment Curioso est réparé, alors qu'ils se séparent de l'immense navire. Curioso parviennent à dire quelque chose, en étant sous l'eau. Ils reconstituent leur stock et prennent le contrôle de la situation, voient comment les navires se séparent. Curioso prend une meilleure forme physique tout en se séparant du grand navire. Être finalement séparés, l'équipage est nageant, deux navires sont présentés devant leurs yeux, le grand navire est immergé lentement dans la profondeur obscure, Curioso est sur le point de se remettre, il a l'air beaucoup mieux, car sa coquille brille à nouveau, les naufragés nagent vers lui, Curioso s'est ouvert sa trappe les invitant à rentrer à l'intérieur, tout en nageant vers lui, étant très proche, un faisceau de lumière émane de la base de Curioso, absorbant les naufragés,
se trouvant à l'intérieur de Curioso, expulse l'eau à l'intérieur, car il n'y a pas d'eau à l'intérieur de Curioso, leur corps tombe lentement sur le sol métallique, tandis que Curioso semble remonter lentement à la surface. Presque à la surface, je pouvais le voir sortir de ses eaux à grande vitesse, il poussait un cri de victoire tout en faisant pivoter sa structure dans les airs. Waouh, c'était génial. C'était mieux que George Lucas et ses guerres des étoiles se terminent en disant « C'est terminé ?» C'était la question de tout le monde. « Oui messieurs, c'est trop », répond Curioso. Ils crient aussi de joie à la réponse, ils laissent leur siège et s'embrassent de joie. L'astronauto soulève le mignon Bob dans sa joie en embrassant son visage jaune. Le sage mignon avec ses lunettes sur son nez sourit en regardant tout le monde s'amuse. Nino saute et hurle dans son brouhaha. Qu'est-il arrivé au grand navire ? Demandez à l'astronaute. Il restera enfoui dans la mer pour toujours. J'ai déconnecté tous ses circuits en me séparant d'elle. Sera-t-il trouvé ? Il demande. Non, je l'ai laissé à une époque très primitive. Sa structure se désintégrera et deviendra un immense corail. Au moment de sa découverte, on l'appellera l'anomalie de la mer Baltique et la science ne pourra jamais l'atteindre. Curioso finit par le dire. Maintenant quoi entendez-les demander ? Nous rentrons à la maison ? Il demande. Quoi juste comme ça ? Sans rappel ? Ne voulez-vous pas que le monde se souvienne de votre exploit ? Curioso demandait. Nous ne comprenons pas, disons quelques-uns. Tenez bon vos gars et profitez de la vue pendant que je pense, dit Curioso. Devenir transparent navigue dans le temps et sur un ciel bleu, et sur les airs purs d'une sphère bleue en résurrection, ils admirent le magnifique panorama qui s'arrête subitement dans un champ verdoyant, lointain dans le passé. Ceci est supposé être un désert. Ils disent, pas encore, mais dans 80 000 ans, ce sera, répond Curioso. Il est arrivé aux pyramides d'Égypte, où il aurait gravé l'image de Nino, là où il n'a pas tout fini, après avoir gravé l'image de Nino dans le Sphinx, Curieux traversant l'océan Atlantique pour se rendre dans les plaines de Nazca, et sur la pente d'une montagne a dessiné l'image de l'astronaute. Maintenant vous savez pourquoi nous vous appelons astronaute, lui dit Monsieur Ney. Cette image sera appelée par la science l'astronaute Monsieur Armstrong, dit Curioso. Il restait encore beaucoup à faire. Curioso et eux à nouveau à bord en traversant l'océan Pacifique. Ils atteignent un petit rocher au milieu de l'immense étendue d'eau, dans laquelle ses habitants coupent le rocher avec instruments rudimentaires. Ils sont accueillis avec révérence à leur arrivée. Profitant de la bonne hospitalité de l'île de Pâques, ils gravent le colosse de pierre à l'image des mignons. Ils se sentent à l'aise, au point qu'ils gravent le colossal à l'aide des couronnes qui aidaient à réparer Curioso. Le moment de l'adieu à la civilisation Rapa Nui était l'apothéose, car ils ont appris l'art de tailler les rochers avec précision. Reviendrez-vous ? Demandez à la tête de l'île. Oui, nous reviendrons, ils répondent et ils se soulèvent loin du bleu de la mer profonde. Maintenant quoi ? Ils demandent à nouveau. Bien maison, répond Curioso. L'adieu était triste. Le premier qui restait était l'astronauto. Ils l'ont laissé directement dans le studio d'enregistrement. L'enregistrement de son atterrissage sur la Lune a été un succès. Nino fut le deuxième à rester. Il fut surpris d'arriver dans une maison propre et avec son maître dans la même position. Il fut retrouvé, dormant dans son fauteuil préféré, et finalement ce furent les mignons, avant de perdre de vue Curioso. Pourquoi vous m'appelez tout Curioso ? Ils répondent, en l'honneur de la machine de reconnaissance laissée sur Mars. Maintenant je vois, tu faisais allusion au rover nommé Curiosité, et j'aime ce nom, je le garderai pour toujours. Au revoir maintenant, je dois aller chercher mon créateur. Quand les mignons sont arrivés à la maison, ils s'attendaient à être accueillis chaleureusement pour leur exploit, mais les nouveaux venus n'avaient passé que quelques heures à partir, et les laissés pour compte n'avaient pas à l'esprit se arriver. Plusieurs jours passèrent quand soudainement quelqu'un fit son apparition à travers un trou. Il est apparu dans le jardin où Kevin a bu un verre de limonade. Lorsqu'il a reconnu l'individu, il a été surpris et a demandé, « Monsieur le Président, comment vous nous avez trouvés ? Eh bien, voyons, après que vous tous m'ayez visité, j'étais dans l'incertitude et j'ai décidé de vous suivre. Ces tunnels m'ont emmené dans un désert, là je vous ai attendu. Après quelques heures,
une étoile est venue du ciel. Je me suis caché pour ne pas être vu, et tu ne vas pas me croire, c'était un vaisseau spatial. Quand le navire a ouvert ses portes, un habillage individuel en gris, sortit de son intérieur, il cherchait partout, il cherchait quelqu'un, quelque chose. J'ai trouvé un maillet pour pétrir la farine et avec cela je l'ai frappé à la tête. Je suis entré dans le bateau, une fois à l'intérieur, les portes fermées et a commencé à voler. La machine volante m'a fait faire le tour du monde, le disque volant s'arrêtant dans une grande ville, j'ai rencontré personne avec une robe blanche, tout le monde dans ce pays porte une robe. J'utilise une de ces couronnes que j'ai trouvées éparpillées à l'intérieur du navire, avec cela au-dessus de ma tête, je pourrais engager une conversation avec la personne. Il a également entré dans le navire, je lui ai demandé de ne pas le faire. Je lui ai dit qu'il serait désolé. Tout à coup le navire a de nouveau fermé ses portes, il a commencé à toucher l'infini des boutons du navire, et il nous a emmenés à de nombreux endroits. Je pense que j'étais impliqué dans la guerre des étoiles. Le gars m'a demandé où je suis né, je lui ai dit que je suis né au-delà de la pilier d'Hercule, bien au-delà de l'Atlantique, répète-t-il maintes fois, Atlantie, je pense qu'il ne m'a pas compris, je voulais lui montrer mon acte de naissance, mais je ne l'avais pas avec moi. Quand je lui ai demandé son nom, il m'a dit les gens m'appellent Platon, mon nom est Platon. Eh bien, le navire a laissé le type nommé Platon dans une ville à plusieurs colonnes et il m'a amené là où j'ai été pris en charge. Je pense que j'ai appuyé sur le mauvais bouton avant d'atterrir, car le navire s'est écrasé dans le désert. Ballon, voyant qu'il n'a pas enflammé le moteur, je l'ai laissé abandonner et me suis enfui dans les tunnels, et cela m'a conduit ici. Eh bien, au revoir, ma femme m'attend, elle pense que je suis allé accent aigu à la salle de bain, elle va me demander pourquoi je me suis attardé, je vais lui dire que la salle de bain était en mauvais état, en disant que le président se retire, les faisant rire de l'histoire de la présidente. Puis Gru s'est plaint du système et de l'économie en déclarant « Je pense que je vais construire la machine à remonter le temps pour le réparer et en améliorer l'avenir ». Kevin et les autres mignons ont entendu dire que Gru a tenu ça, a pris un maillet pour pétrir la farine et est allé accent aigu après lui, peut-être pour le convaincre de ne pas le faire ou peut-être pour l'engourdir comme ils l'ont fait avec Nino et l'astronauto. Fin de l'histoire. J'espère que vous trouvez tout cette histoire drôle. Si vous le faites, donnez-moi s'il vous plaît un coup de pouce. Merci.